Alors on a un magnifique plateau du Seder ce soir. Alors Jackie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a sur le plateau du Seder? Je vois différents éléments. Oui. Alors ici, je vois ce qui me semble être un œuf, Jackie. Oui. Voilà, donc un œuf. Est-ce que tu peux m'expliquer ou est-ce que les enfants peuvent m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un œuf sur le Pourquoi plateau l'œuf du Seder? Je sais qu'il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est parce que Paro avait un cœur dur. Et comme un œuf dur, enfin comme c'est un œuf qui est dur, donc c'est pour montrer le cœur de Paro. Magnifique, vous êtes d'accord les enfants ou pas? Oui. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'on a un os grillé? L'os, ça rappelle la main forte de Hachem. Bravo, ça rapporte la main forte d'Hachem, c'est une très très belle explication. Et c'est aussi en souvenir du Korban Pessah, le sacrifice de Pessah qu'ont consommé nos ancêtres lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'on a continué à consommer pendant toute la durée de l'existence du Beth Amikdash du temple. Alors là, je vois quelque chose qui s'apparente à de la salade. Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la salade sur le plateau? C'est pour le maror. C'est pour le maror, exactement. Les herbes amères que nous allons consommer au milieu du repas et qui rappellent toute l'amertume qui était la nôtre durant l'esclavage égyptien. Alors là, je vois quelque chose qui ressemble à une espèce de pâte brunâtre, comme ça. C'est du charosset, effectivement. Alors vas-y, dis-nous, mademoiselle. Le charosset, c'est pour se rappeler du ciment qu'on utilisait avec les pierres. Très très bien, c'est une très bonne réponse. Et est-ce que vous savez quelle est la recette du charosset? Bah, il peut y avoir plusieurs choses dedans. Il peut y avoir de la pomme, De la cannelle. Très bien. et il peut y avoir Du vin. Du vin un peu. Du vin, on met un Vin peu de doux. vin doux, exactement. du miel. Du miel, pourquoi pas? Oui. Ah non, mais Pourquoi pas? On peut mettre des noix, on peut dattes. mettre des dattes, des pommes. Ouais. Et en général, on utilise des fruits qui sont utilisés pour comparer le klal Israël dans la littérature rabbinique. Et c'est pour ça que on utilise les fruits spécifiques que vous venez de rappeler. C'est une très très bonne réponse. Et alors là, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément reconnaître, voilà, qui est typiquement ashkénaze. Nous avons ici, est-ce que vous savez ce que c'est? Sel. Non. Alors, c'est pas du céleri, c'est une racine de Réfort. Une racine de réfort. Oui. Et la racine de réfort est utilisée dans le monde ashkénaze en substitution ou en complément du maror, que vous venez de citer tout à l'heure, qui rappelle les herbes amères. Donc certains le consomment déjà à l'étape du maror, d'autres le consommeront à l'étape du korer, le fameux sandwich de Hillel qui sera consommé juste après le maror. Certains le consomment râpé, d'autres, voilà, comme la tradition alsacienne d'ailleurs, le veut, le mange coupé en petits morceaux, parce qu'il lui donne d'autant plus de force. Et il transpire beaucoup après. Alors, chers amis, nous allons maintenant démarrer la première étape du Seder, mais avant de démarrer cette première étape, vous le savez, il y a une tradition à Pessah de chanter et d'annoncer les différentes étapes du Seder. Est-ce que vous connaissez la chanson de Kadesh Urchatz? Oui. Ah, Alors on va la chanter tous ensemble. Je rappelle quand même que cette chanson de Kadesh Urchatz est une chanson extrêmement importante parce qu'elle annonce les différentes étapes du Seder. Il est très important le soir du Seder d'annoncer les différentes étapes pour montrer que nous sommes dans une progression. On se fixe des objectifs, c'est important le soir du Seder de savoir exactement où est-ce qu'on va, quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés et de constater tout au long du Seder que nous sommes capables d'atteindre ces objectifs. Et c'est la raison pour laquelle nous chantons ce Kadesh Urchatz et beaucoup le chantent entre chaque étape. Je ne suis pas certain que ce soit comme ça dans la tradition séfarade, mais en tout cas dans la tradition ashkénaze, on a l'habitude de rechanter le Kadesh Urchatz et de s'arrêter à chache fois à l'étape qui est concernée. Casablanca. Kadesh Urchatz Kavas Yachat Magid Rochza Motzi Matzah Maror Korer Shulchan Orer Tzafun Barer Halel Nirtzah Kadesh. Alors, quelle est la première étape du Seder? Il faut faire kidouche.
Voilà, on va faire Kiddush exactement. Est-ce qu'il y a une différence entre le Kiddush de Pessah et le Kiddush du reste de l'année, les Kiddush qu'on a l'habitude de réciter le reste de l'année? Je sais que oui, mais j'ai oublié la différence. Alors je vous donne un petit indice, la particularité du Kiddush de Pessah, c'est qu'en même temps qu'on va accomplir la mitzvah du Kiddush, nous allons également accomplir la mitzvah du premier des 4 verres que nous allons consommer durant la soirée. Et donc il faudra bien penser, au moment où on récite le Kiddush, non seulement à s'acquitter de l'obligation de réciter le Kiddush, mais également à l'obligation de s'acquitter de la mitzvah des Arba Kosot, des 4 verres, et en l'occurrence ici du premier verre. Alors on a une belle bouteille de vin sur la table. Bien sûr, pour les enfants, on peut utiliser du jus de raisin, et je rappelle que c'est également le cas pour les personnes qui ne supportent pas le vin. Si quelqu'un supporte bien le vin, il est préférable d'utiliser du vin, mais lorsque nous ne supportons pas bien le vin, eh bien on peut tout à fait utiliser du jus de raisin, voire même éventuellement mélanger le vin au jus de raisin. On fait semblant de boire. Alors, nous avons une tradition à Casablanca, monsieur le ministre, monsieur Oui. Zaki Waknin, c'est que comme c'est derrière Khérout, c'est-à-dire que alors chacun sert l'autre, on ne se sert pas soi-même, c'est vraiment pour rentrer dans le cadre de la liberté. Donc je sers le grand rabbin. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être servi par le Rav Kouriatz. Voilà qui est fait. Voilà, on va donc démarrer le Kiddush. Donc, première étape, Kadesh, comme tu l'as dit, et pas Kiddush. C'est intéressant qu'on n'ait pas utilisé le mot Kiddush, mais plutôt Kadesh. Kadesh est une injonction, c'est un impératif, donc c'est un ordre qui est donné ici. Kadesh sanctifie. Comme si on voulait nous dire que tout l'objectif de la soirée du Seder, c'est de pouvoir nous élever, de sanctifier la soirée. Donc on fixe vraiment les enjeux dès la première étape du Seder. Je rappelle qu'à l'issue du Kiddush, bien sûr, nous devons boire cette première coupe de vin, accoudée sur le côté gauche, et accoudée, vous verrez, j'essaierai de l'effectuer comme il faut le faire à la maison, c'est-à-dire non pas simplement avec le bras posé sur la table, mais véritablement avec une inclinaison de la partie supérieure du corps sur le côté gauche. Monsieur le grand rabbin, et chez les Sfaradim qui ne vont pas pouvoir faire la bénédiction sur le deuxième verre, alors on pense à s'acquitter lors de la bénédiction de Boré Péré Geffen pour le deuxième verre que l'on récitera à la fin de la première partie du Maguid. Tout à fait, c'est une excellente remarque. On n'a pas non plus parlé de la quantité de vin. Donc je rappelle que la quantité minimale de vin qui doit être contenue dans un verre, c'est 8,5 centilitres. Certains se fixent 15 centilitres. Je rappelle quand même que l'objectif, c'est de terminer, dans la mesure du possible, la totalité du verre, de pouvoir boire la totalité du verre. Et c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un ne se sent pas boire 15 centilitres, voire plus, il veillera à prendre un kos de la taille minimale, c'est-à-dire 8,5 centilitres, de manière à pouvoir embellir la mitzvah. Nous ne sommes pas Shabbat cette année, donc nous ne commencerons pas le Kiddush par le Yom HaShishi, mais directement par la bénédiction sur le vin, le Boré Péré Geffen. Savri moronon verabonon verabosai Baruch ato Hashem Elokeinu melech haolam Boré Peri Hagofen Amen. Baruch ato Hashem Elokeinu melech haolam Asher bochar bonu mikol העם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו ותיתן לנו השם אלוקינו בעבור מועדים לשמחו חגים וזמנים לששון את יום חג המצות הזה זמן חירוסנו מקרוא קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרתו ורצונו קידשתו מכל העמים ומוידי קודשךו בשמחו ובששון ננחלתנו ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
Pourquoi est-ce qu'on se lave les mains? Parce qu'avant de tremper un aliment, on doit se laver les mains. Et après, on va faire le maror qu'on va tremper dans l'eau salée. Ouais, très bien. Et est-ce que toute l'année on fait attention à faire Netilat Yadayim avant de tremper un aliment dans un liquide? Oui. Ou pas spécialement? Je sais que pour la pomme, enfin normalement pour la pomme on se lave pas les mains, mais comme aujourd'hui c'est un jour spécial, enfin comme normalement Pessah c'est un jour spécial, et bien on se lave les mains pour la pomme. Très bien. Ouais, tu as raison. Effectivement, comme Pessah c'est un jour spécial où on cherche un petit peu à gagner justement en sainteté, à s'élever plus que les autres jours, bien que cette mitzvah que vous venez de rappeler, de se laver les mains avant de tremper un aliment dans un des 7 liquides qui contractent l'impureté, dont l'eau, l'eau étant, j'ai envie de dire, le plus élémentaire d'entre eux, eh bien, il est de tradition qu'à Pessah, où on fait un peu plus attention, eh bien là, même ceux qui n'ont pas l'habitude pendant l'année de respecter cette tradition, le fassent à Pessah. Et donc il y a plusieurs habitudes. Chez certains, il n'y a que le chef de famille, que le balabait qui se lave les mains. Il me semble Rabbi Reuven, Oui. à Casablanca, tout le monde se lavait les mains. Puisque chacun est amené à justement tremper son carpas dans l'eau salée. Et comme l'a dit Raphaël, et que le grand rabbin l'a rappelé, Kadesh, donc comme on se sanctifie, c'est pour ça que Uchrat, on trempe chacun, ou le chef de famille, pour pouvoir consommer ce que l'on a trempé dans un liquide. Jackie, comment ça se passait chez toi? Alors, chez nous, à Casablanca, Maroc, et nous avons conservé la tradition, on m'amène le sauce spécial avec le kéli pour se laver les mains, mais c'est le chef de famille. Uniquement. Ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a oublié de préciser, les enfants, que bien sûr, on ne récite pas la bénédiction, la bracha, pour ce Netilat Yadayim, puisque la seule bénédiction qui a été instituée, c'est pour le Netilat Yadayim, qui est récité avant la consommation du pain, ou en l'occurrence, ce soir, avant la consommation de la matzah. Voilà, lorsque nous serons autour de la table du Seder, on essaiera de ne pas s'interrompre entre le Netilat Yadayim qu'on vient de réaliser et la consommation du karpas. Voilà, nous allons procéder maintenant au trempage. Pour nous, le minhag séfarade marocain, c'est de tremper du céleri Dans l'eau salée. Voilà, dans l'eau salée. On trempe ça dans l'eau salée et on va, avant de le consommer, prononcer la bracha de Boré Peri Adama, bravo. En ayant la kavana, bien sûr, en pensant au moment où on fait la bracha de Boré Peri Adama, de s'acquitter du maror que nous consommerons plus tard et nous ferons valoir cette bracha là-dessus. Alors, on trempe le karpas que vous voyez dans l'eau salée et on le mange en faisant la bracha de Boré Peri Adama. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Boré Peri Adama. Amen. On mange ça pas accoudé sur le côté gauche. On va ouvrir l'appétit avec un aliment comme le céleri ou le radis pour certains minagim ashkenaz. L'essentiel c'est que ce soit une bracha de Boré Peri Adama. En Alsace, plutôt du persil, je le dis pour tous ceux qui vont nous regarder et qui ont la tradition alsacienne. En réalité, vous savez, les enfants, qu'on peut utiliser n'importe quel légume avec lequel on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah du maror. Voilà. Donc on pourrait éventuellement même prendre une carotte, certains prennent une pomme de terre, on a certaines personnes qui prennent un oignon. Et en fait, tous les légumes, à partir du moment où ils ne rentrent pas dans la catégorie du maror, peuvent être utilisés pour accomplir la mitzvah du karpas. C'est aussi un avant-goût. Voilà, j'ai donc combien de matzot entre les mains? 3. Raphaël, 3 matzot entre les mains. Qui peut me dire pourquoi j'ai 3 matzot entre les mains? En général, le Shabbat ou le Yom Tov, j'ai combien de matzot? Chalot. 2 chalot. 2.
Pourquoi ce soir 3? Parce que c'est l'inflation. Pourquoi 3? Alors vous allez me dire, c'est comme les 3 catégories qui constituent le peuple juif. Lévi, Cohen, Cohen, Lévi, Israël. Ça peut être aussi. Il y a aussi, Il y a je crois aussi- que c'est aussi pour les 3 votes. Les 3 votes. Très Abraham, bien. Yitzhak, Isaac et Jacob. Yaakov. Voilà. On va voir aussi que la matzah numéro 1 et la matzah numéro 3, Doit être ce seront conservé elles qui pour seront les lechem Motzi. mishné, ce seront celles pour le motzi. Voilà. Et celle-là qu'on va couper en deux, ça sera elle, le pain des pauvres, le lechem onis, celle sur laquelle on va faire la bracha, la bénédiction de al-achilat matzah. J'ai les 3 matzot entre les mains, je vais couper celle du milieu. Monsieur... Alors nous avons pour habitude nous au avons Maroc pour à habitude à Casablanca de c'est chanter très un important, morceau qui est un morceau en arabe, d'anthologie, au moment et où on en casse. judéo-arabe, et c'est comme ça qu'on va le chanter. Haïkda, qsmala al-bahar, ala tnastrik, كيف خرجوا جدودنا من مصر على يد سيدنا ونفينا موسى بن عمران هكذا قادوش باروخي غرجنا من القالوتة وعبينا العريس غير في خنهيرات صار إنبار آمين. Et là, on casse la matzah. T'as vu comment on fait? Voilà. Alors pourquoi c'est celle du milieu qu'on casse en deux? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce J'ai que pas c'est eu ma celle du milieu? réponse, moi. Le grand morceau, on laisse dans le plateau. Le petit, Oui, c'est pour. enfin le contraire. Le grand, c'est Afikoman. Et le petit, on remet dans le plateau. Ouais, pour Motzi Matzah. C'est pour dire, oui, c'est comme un esclave qui dit, ah oui, peut-être que demain j'aurai pas à Non, c'est manger. comme un pauvre. Vaut mieux le laisser quelque part. Comme ça, si demain. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Au cas où. Ouais. Je n'ai pas. Eh bien. Très bien. Alors ça en fait, ça explique pourquoi est-ce qu'on casse la matzah en deux, mais ça n'explique pas pourquoi Celle est-ce du que c'est milieu. celle du milieu et pas la matzah supérieure ou la matzah inférieure. Celle d'en haut et celle d'en dessous, c'est vraiment ce qu'on appelle le lechem mishné. Hein. Ça veut dire c'est vraiment les deux qui sont. Alors que celle du milieu, c'est celle sur laquelle on va faire achilat matzah. D'accord. Et alors, est-ce que vous faites une relation entre les explications qu'ont donné les enfants, où c'est le symbole de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Oui, ou tout à fait. Cohen Lévi, Bien Israël, sûr. avec le fait que ça soit celle du milieu? Alors je voulais laisser parler un petit peu mes collègues, bien sûr, on peut lier aux très belles explications qui ont été données par les enfants, et notamment, alors je prendrai l'une d'entre elles, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak et Yaakov, je ne sais plus qui a parlé des patriarches, des Avot. Yitzhak, nous le savons, c'est la Midat HaGvura, c'est-à-dire la rigueur. Et donc le fait de casser un petit peu la Midat HaGvura, de casser cet attribut de rigueur le soir de Pessah, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir se réapproprier cette identité. On est dans une dimension, effectivement, qui est une dimension de chesed, le soir de Pessah, et pour pouvoir, j'ai envie de dire un petit peu, sortir de son quant à soi, et pouvoir se libérer aussi de tout ce qui nous enchaîne, hein, un petit peu... durant toute l'année, eh bien, on a besoin de casser cet attribut de rigueur, et c'est la raison pour laquelle c'est la matzah de Yitzhak, celle du milieu, que l'on casse. Ce raisonnement, on pourrait l'appliquer aussi au Lévi. La raison kabbalistique est très juste. C'est la raison pour laquelle, si on suit cet esprit kabbalistique, le minhag, d'après la Kabbalah, c'est de casser le morceau de l'afikoman en 5 morceaux, puisqu'on sait qu'il y a 5 vurot, et l'objectif c'est de casser les 5 vurot. Mais d'après la halacha, la raison pour laquelle on prend la matzah du milieu, c'est parce qu'on a une obligation de faire la Haggadah sur la matzah qui est cassée, mais comme ensuite on a la problématique de Motzi Matzah, on va arriver après, et que Motzi Matzah doit se faire forcément sur une matzah entière, et à cause de En Ma'avirin à la mitzvot, donc on garde celle qui est au-dessus entière, et on casse celle qui vient juste après. Qui va nous cacher la ficomane? Qui va cacher la ficomane? Après, si vous voulez pas, Allez, Alors dites-moi, Élie, comment ça se passe chez toi? C'est toi qui caches la ficomane à la maison? Non,
C'est papa. C'est papa. Ah, donc c'est l'inverse, c'est papa qui cache la ficomane. Et à la fin, c'est vous qui devez la chercher. Et qu'est-ce qui se passe si vous la retrouvez? Si on la retrouve, on gagne un cadeau. Ah, vous gagnez un cadeau, magnifique. C'était quoi le cadeau l'année dernière? On reçoit des bonbons. Magnifique. Et chez toi, Ethan? C'est le grand-père qui cache et après on va chercher. On va la chercher. Magnifique, c'est intéressant ça comme minag. Et après quand on était plus petit, on recevait un cadeau. Mais maintenant Ça, c'est à cause de l'inflation, ça. Alors chez moi, c'est le père qui cache. Et après, c'est les enfants qui doivent essayer de trouver la ficomane. Voilà, nous allons procéder maintenant à une partie plutôt Traditionnelle. folklorique, traditionnelle, Nord-africaine, marocaine, séfarade. nord-africaine, séfarade. Avant de commencer le récit de la Haggadah, on va prendre ce fameux Le plateau. sur lequel on mettra les matzot dessus Exact. aussi. Et nous allons chanter le fameux traditionnel Bivhilou Yatsanu Mimitzraï. Qui veut dire bivilou? Bivhilou, ça veut dire avec empressement, avec rapidité, Voilà. nous sommes sortis d'Égypte. Quand on prend ce plateau qu'on fait passer sur la tête de tous les convives, comme va Chaque nous le convive. faire, Monsieur Jackie Wakin en chantant, on montre notre joie d'être sortis d'Égypte, L'empressement. pour accomplir Oui. ces mitzvot avec joie et avec empressement maintenant que c'est le moment de le faire. Donc, chez les Marocains, c'est Bibiello. Algérie, Tunisie, c'est Etmol. Etmol. Et le petit détail supplémentaire, à Marrakech, on n'utilisait pas le plateau. Et on chantait. On utilisait des fleurs. Exactement. J'ai entendu Des ça. roses en particulier, et on tournait avec au-dessus. C'est une tradition, Tradition pour embellir, Marrakech, pour embellir. Alors, Chez les Ashkenazim, Ils font rien. Baklar Léom, ils font rien. Nos bénis. alors Jackie, on te donne à On toi va commencer par le grand rabbin, il va voir comment ça se rabbin, passe. tu- Et c'est ça, Pessah, tout ça c'est Pessah. Voilà. En fait, c'est une mise en scène pour créer cet esprit de Alors donc il y a liberté. 2 airs séparément. Voilà. Le premier c'est et le deuxième air Bibilo Yatsanu Mitzrayim Alahmania Benechorim Bibilo Yatsanu Mitzrayim Alahmania Benechorim. Et maintenant on va chanter Etmol pour les Algériens après les tunes. Etmol היינו עבדים, היום בני חורים, היום כאן, לשנה הבאה בערדי ישראל, בני Attends, on va voir le חורים. Lubavitch, comment il le chante. J'ai Nelly, il va passer maintenant au-dessus Sur de Ethan. J'ai le Tunisien, comment il chante. Sur Ethan. Attends d'abord Mais les nous, il tunes. faut tourner, il faut baisser la tête, il y a tout un truc. Baisse la tête et tais-toi. Ah, voilà. Chante. אתמול היינו עבדים, היום בני חורין, היום כאן לשנה הבאה בארץ ישראל, בני חורין. Alors, monsieur Rabbin Salama, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous avez conservé, malgré l'adoption du Minhag Chabad, est-ce que vous avez conservé la tradition de rester le Etmol? Absolument. Voilà, c'est très important de le préciser. C'est le moment préféré du CDR de la famille. Alors après avoir récité le Bivilou, nous allons reprendre le premier passage de la Haggadah, qui est un passage en araméen. Et c'est le seul passage d'ailleurs de la Haggadah qui est en araméen, qui était la langue vernaculaire de l'époque, et qui est une invitation aux pauvres. Et c'est la raison sans doute pour laquelle ce passage a été composé en araméen, puisque ça devait être accessible à tous, et que toutes les personnes dans le besoin devaient comprendre, saisir cette invitation qui leur est faite de pouvoir s'associer à notre Seder. Et donc c'est ce que nous disons, que toute personne qui a faim, qu'elle vienne et qu'elle mange, que toute personne qui est dans le besoin, eh bien, qu'elle vienne et qu'elle fasse Pessah avec nous. Et à la fin donc, de la récitation de ce passage, où il y a un encouragement, un message d'espoir, nous arrivons au passage préféré des enfants, qui est le Manishtana, le fameux Manishtana. Alors je dis un petit mot sur le Manishtana avant qu'on le chante tous ensemble. Le Manishtana qui est composé de 4 questions.
et 4 questions qui sont posées de manière assez surprenante, puisque plutôt que de demander pourquoi est-ce qu'on fait telle chose ou telle chose le soir de Pessah, on a préféré mettre les choses en perspective, c'est-à-dire remarquer les différences qui existent entre ce soir et les autres soirs. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les enfants. Je trouve qu'il aurait été beaucoup plus logique de poser la question en demandant tout simplement pourquoi ce soir on mange de la matzah, pourquoi est-ce qu'on a un œuf sur le plateau du seder, pourquoi est-ce qu'on mange à coudée, pourquoi est-ce qu'on trempe 2 fois dans l'eau salée. Or, ce n'est pas du tout comme ça que les questions ont été rédigées, mais plutôt par une mise en perspective. Pourquoi est-ce que, en principe, on fait comme ça toutes les nuits de l'année, et cette nuit-là, on fait différemment. Alors, vous savez pourquoi est-ce qu'on pose les questions de cette manière, les enfants ? Ce qu'on veut nous apprendre, c'est qu'un véritable homme libre, c'est une personne qui est prête à changer. Une personne qui n'est pas prête à changer, une personne qui reste dans sa condition, qui pense que la vie est figée, qui pense que son statut est figé, c'est une personne qui ne pourra jamais être libre. Et en principe, c'est la condition des esclaves. Les esclaves sont dans une situation qui est précaire, qui est fragile, mais ça peut être une situation dans laquelle ils se sentent en sécurité. Même s'ils n'ont pas beaucoup, ils se sentent en sécurité. Voilà, être prêt à affronter le changement, c'est ce qui qualifie véritablement un homme libre. Et le soir du Seder, vous voyez, on est tous autour de la table, les enfants, et ce qu'on souhaite, c'est changer. On aimerait ressortir le soir du Seder en étant des personnes différentes. Des personnes qui ont pu grandir, des personnes qui ont réussi à s'élever spirituellement, ne pas être les mêmes à la fin du Seder que ceux que nous étions au début du Seder. C'est la raison pour laquelle on va poser ces questions de cette manière, un petit peu comme si on se lance un défi. Alors, est-ce que ce soir on est prêt à changer ? Est-ce que ce soir on est prêt à terminer le Seder en étant des personnes meilleures que celles que nous étions lorsqu'on a commencé à réciter ce Maguid, ce récit de la Haggadah. Alors on y va tous ensemble, le Manichtana, ou on vous laisse chanter les enfants ? Le Rabbin nous verse la deuxième coupe. Dans le Halach Ma'ania, on invitait tout le monde à venir à notre table. Mais ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est assis. N'est-ce pas un peu trop tard pour inviter des gens à notre table ? Il aurait fallu dire avant le kidouche. À la synagogue peut-être. À la synagogue. Bien sûr. Ou éventuellement même avant de démarrer le kidouche. Avant de démarrer le kidouche. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants ? C'est vrai que c'est un peu hypocrite d'inviter les gens alors qu'on est en plein milieu du Seder déjà. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est... il y a... là, il y a... comment il s'appelle on ouvre la porte pour... Eliyahu Hanavi. Oui, Eliyahu Hanavi, voilà. Et bien, il y a des gens qui ont commencé, mais... c'est comme... Là, c'est comme si on l'attendait. On ouvre la porte, on l'attendait, mais on a déjà commencé. C'est comme ça, c'est la même chose. Eh bien, alors... c'est vrai, c'est très joli. La vérité, c'est que chez nous, dans ma maison, quand on récite le Halach Ma'ania, on ouvre la porte justement pour inviter et aussi faire entrer Eliyahu Hanavi. Certains veulent expliquer que on va poser une autre question avant de répondre à cette question. C'est pourquoi est-ce que, contrairement, on a passé il y a un mois, on a fait Purim, et Purim, l'essentiel du service, il s'est passé à la synagogue. On a lu le texte, c'est là-bas qu'on a lu à la synagogue, mais ici, on a voulu absolument que ce soit à l'intérieur de nos maisons que l'on fasse cette commémoration de Pessah. Et là, nos sages de nous expliquer en fait que Paro, il a voulu tuer la vie de famille. Il a voulu nous enlever cette vie de famille avec nos enfants, avec notre cellule familiale. Et c'est avec notre cellule familiale qu'on le fait. Mais cette cellule familiale, au temps du Beth Amikdash, elle devait être absolument préparée avant la fête. Pourquoi ? Parce que le sacrifice de l'agneau pascal qu'on était censé manger à la fin de la soirée, il fallait absolument avoir décidé avec qui on allait le partager. Et donc en fait, quand on invite les gens à venir à notre table, on se plaint d'une certaine manière qu'on pourrait même encore malheureusement inviter des gens à notre table à ce moment-là de la soirée, alors qu'au temps du Beth Amikdash, on n'aurait jamais pu à ce moment-là de la soirée, c'était trop tard. Parce que s'il n'a pas été présent et invité au moment inscrit dans la liste des personnes qui s'associent avec moi dans le sacrifice de l'agneau, ils n'avaient pas le droit d'être à ma table. Alors, en réalité, lorsqu'on invite des gens qui sont isolés ou des gens qui sont pauvres, c'est très très difficile de les mettre à l'aise. Très difficile. Chacun d'entre nous, les rabbins ici présents, on a fait cette expérience et on voit que lorsqu'il y a un pauvre, je pense à quelqu'un en particulier qui est venu chez nous, qui n'était pas rasé, qui ne sentait pas au milieu de sa forme, il rentre à la maison, il voit une maison qui est heureuse, il voit une joie de vivre, et lui, miskin, il sent qu'il n'a pas ça. Et alors, tout ce texte-là
est extraordinaire. Il est bien réfléchi pour essayer de mettre à l'aise quelqu'un. On dit, voici le pain de misère que nos parents ont mangé en Égypte. Ça veut dire en réalité quand on gratte un petit peu l'histoire de chacun d'entre nous, au niveau de nos parents et de nos grands-parents, on voit que quelque part, ils ont eu ce problème-là. Que ce soit les Juifs qui sont venus d'Égypte en 56, ceux d'Algérie en 62, les Polonais au début du siècle. Je veux dire, ils savent ce que c'est avoir faim. Ils savent ce que c'est l'insécurité. Et donc, moi, je me rappelle, quand il y a eu cette personne-là, alors j'ai demandé à mes parents qui étaient là, qui ont vécu la Shoah, alors je lui ai dit, mais en 42-43, comment vous vous êtes débrouillés pour avoir des matzot? Comment vous avez cuit les matzot, etc., etc. Et donc, mes parents ont raconté certaines choses. Ça a fait tilt chez cette personne-là, qui s'est dit, tiens, il y a un langage commun. Dans l'histoire juive, il y a quelque chose de commun. C'est ça le halachmania, et c'est la raison pour laquelle on ne commence pas à inviter tout de suite. On dit, on veut souligner le fait, on a une histoire commune. Donc maintenant, tu es le bienvenu. Kol dirfin yete veyechol. Et après, on leur dit, non seulement on a une histoire commune, mais on doit avoir un futur commun. Hachata'acha. Cette année, on est là, et on espère, avec la venue du Mashiach, être tous ensemble. Donc l'avenir, il se construit ensemble. Donc la personne, elle peut se sentir à l'aise avec les enfants. שבכל הלילות אנבוכלין חמץ ומצה חמץ ומצה הלילה זה כולו מצה הלילה זה כולו מצה שבכל הלילות אנבוכלין שיער ירקות, שיער ירקות, הלילה זה מרור, הלילה זה מרור, שבכל הלילות אין אדומת הבלין, אפילו פעם אחת, אפילו פעם הלילה זה שתי פעמים הלילה זה שתי פעמים שבכל הלילות אנו לוחים בין יושבים ובין מסובים בין יושבים ובין מסובים הלילה זה כולנו מסובים הלילה זה כולנו מסובים. Dans le texte de Avadim Haïnou, on nous dit que si Hachem nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore, nous, nos enfants et nos petits-enfants en esclavage. Mais on aurait été libérés puisque Hachem a dit à Abraham que sa descendance serait en esclavage 400 ans. Ça veut dire, comme nous a dit Ethan, qu'au terme des 400 ans, on serait quand même sortis. De manière ou d'une autre. Que Hachem a fait à Abraham. Donc comment l'auteur de la Haggadah peut nous dire que si Hachem ne nous avait pas fait sortir, nous aurions été encore nous, nos enfants, nos petits-enfants, encore esclaves au Pharaon en Égypte. Alors moi je propose un début de réponse, c'est que quand Hachem a fait cette promesse à Abraham Avinu que ensuite ses enfants sortiront au terme de 400 années, il faut qu'ils soient encore toujours les enfants d'Abraham, qu'ils soient méritants en tant que tels. Mais nous le savons, c'est que pendant cette période de servitude qui a été difficile pour le peuple juif, l'assimilation a été importante, ils étaient arrivés à la limite de la limite de la limite pour ne plus pouvoir être libérés par Hachem, si ce n'est qu'il y a eu cette intervention divine in extremis au dernier moment. C'est la raison pour laquelle l'auteur de la Haggadah peut se permettre de dire que s'il n'y avait pas eu ce moment in extremis, eh bien peut-être que nous serions restés effectivement tout le temps esclaves
sans contredire pour autant la promesse divine. D'ailleurs, on a été 210 ans esclaves. Donc quand on était exilés, on n'était pas dans la terre Eretz Canaan, eh bien, on était 210 ans en esclavage. Pourquoi on dit 400 ans? Alors réponse, parce que ça a commencé pendant la naissance d'Yitzhak. Très bien. Mais après, on n'était pas dans un autre pays. On était encore en Eretz Canaan. On n'était pas en exil. Raphaël, je te pose une question, je me la pose souvent. Pourquoi c'est à partir de la naissance de Yitzhak? Pour qu'Hachem, que l'esclavage, que l'esclavage dure encore trop longtemps. Donc on gagne des années. Donc on gagne des années avant on dit ah oui, et là ça commence maintenant, et là maintenant les attaques. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Abraham? Il lui a dit qui sera en exil? Ta descendance. Qui est la descendance d'Abraham? Yitzhak tout de et suite. après ses petits-enfants. Voilà, donc c'est pour ça qu'on commence avec Yitzhak, puisque on respecte la promesse qui est ta descendance sera exilée. Donc on commence tout de suite avec la descendance. Sauf que Yitzhak n'a jamais été en exil. Non. C'est une conséquence, peut-être une conséquence du projet d'Abraham qui commence à passer par avoir des enfants, transmettre à une famille et ne plus passer par des élèves, mais se recentrer sur le fait que... Et dans tout cela, il y a un rapport très étroit avec le verbe. Le kos, dans la gématria kos, est égal à 86, et en vérité, à l'intérieur de l'esclavage, nous avons eu véritablement que 86 ans, véritablement, de véritable esclavage. C'est parce qu'on a eu que 86 ans d'esclavage, parce que tant qu'il y avait la trace de Yosef et ses frères, très bien. On n'était pas encore On n'était pas encore tout à fait esclaves. Bravo. Vous avez bien appris, les enfants. Très bien. Pourquoi on commence le Maggid par des questions, alors que la mitzvah, c'est de raconter? Bravo. C'est une excellente question. La question, c'est pourquoi on démarre par une question. Voilà. Un récit, c'est un récit. Un récit, c'est un récit. C'est une très bonne question. C'est une très excellente question, vraiment. En fait, ça applique ce que la Torah dit, Vaya ki shalcha bincha machar. C'est-à-dire que tout le récit de la sortie d'Égypte, il est décrit dans la Torah comme étant un récit qui suit la question de ton fils. C'est l'interrogation. D'où l'idée du karpas qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que d'abord, on va susciter l'étonnement, le questionnement, et c'est à la suite de ça qu'on a une réponse. D'ailleurs, on se rend compte que pédagogiquement parlant, une réponse et une explication est intégrée de façon beaucoup plus efficace quand elle fait suite à une question que quand on vient juste comme ça donner n'importe quelle explication. Donc c'est la méthode pédagogique qu'a pris le Baal Haggadah, qui fait en réalité suite au verset Vaya ki shalcha. Et donc c'est pour ça qu'on démarre par une question et ensuite une réponse. Et je rajouterai qu'il y a un dîme très spécifique à ce sujet, que si par hasard il n'y a pas d'enfant qui pose la question, il faut que la dame, votre femme, pose la question. Et s'il n'y a personne, elle-même doit poser la question, tellement c'est important de poser la question. Il faut ajouter que cette étape de Maggid est quand même l'une des plus importantes du Seder, puisque si tous les jours on a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte, le soir du Seder, on a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Donc c'est forcément raconter, il y a une interaction dans l'idée de raconter. Donc on n'est pas juste dans un... Il vient de servir le deuxième verre. Il vient de servir le deuxième verre, normalement on enlève le voilà. Alors tu dis, mais hé, qu'est-ce que tu fais, papa? J'ai une deuxième idée. D'accord. Les enfants, où est-ce qu'on trempe deux fois? On trempe à Pessar, on trempe dans l'eau salée. L'eau salée, bravo. À Pessar, on trempe dans l'eau salée. Et toi, tu l'as fait une fois. Et dans le Haroset. Bravo. Très bien. Et c'est quoi cette histoire du trempage de Haroset? On prend le maror et on le trempe dans le Haroset pour se rappeler de la brique, du ciment que les Béné Israël utilisaient pour les constructions. Très bien. C'est également pour adoucir l'esclavage.
Et c'est aussi pour adoucir l'amertume. Voilà, très important. Guide, bien sûr, vous avez compris, on ne peut pas passer en revue la totalité du texte du Maguide. On a eu un échange qui était très fécond. On continuera à la suite du Seder rapidement avec les différentes étapes qui suivent le récit du Maguide. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir, les enfants, à échanger avec vous. Et on espère que lors de ce Pessah, chacun à votre table, eh bien, vous saurez vraiment enrichir la table du Seder par vos questions, comme vous l'avez fait ce soir. Merci beaucoup. Chaque cause qu'on boit, c'est une mitzvah ou c'est les 4 cosot la mitzvah? C'est une excellente question. Alors, ce soir, on a des questions très très difficiles, de très très haut niveau. Alors, a priori, j'ai envie de dire que la Pashto nous dit que c'est une seule mitzvah, que de boire les Arba Kosot, et que si jamais on a raté l'un des 4 verres, et on n'a pas accompli la mitzvah, mais tu poses effectivement une excellente question, puisque chacun de ces verres correspond à une étape de la délivrance, et chaque étape de la délivrance a été une étape très très importante en soi, sans laquelle le processus de Géoula, ce processus de la sortie d'Égypte n'aurait pas pu s'accomplir. Donc ta question, effectivement, c'est une très très bonne question, et même si dans la halakha on tranche qu'il s'agit d'une seule mitzvah et qu'il faut impérativement boire les 4 verres, et les boire à des moments bien distincts, on ne peut pas boire les 4 verres l'un après l'autre, sans quoi on n'aurait pas accompli la mitzvah, pour bien marquer ces 4 étapes. Ta question est effectivement une question très très importante et très pertinente, et voilà, elle montre aussi à quel point eh bien, chacune de ces étapes était une étape tout à fait essentielle et tout à fait fondamentale. Raison pour laquelle, normalement, on fait une bracha sur chaque verre. Voilà. Oui. Et on rappellera que certains boivent 5 verres. Le 5e verre chez les Algériens. Enfin, le verre de... Moi, j'entends les Shamda. Ah, ils le boivent. Voilà, exactement. Vehi she'amda la'avoseinu velanu Vehi she'amda la'avoseinu velanu She'la echad bilvad עמד עלינו לחלוסנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוסנו אלא שבכל דרבדה עומדים עלינו לחלוסנו אלא שבכל דרבדה עומדים עלינו לחלוסנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והיא שעמדה והיא שעמדה לארצנו ולנו שלא אחד לבד עמד עלינו לחלוצנו עמד עלינו לחלוצנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו בידו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם די 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 Alors, dame, mais un peu plus de vin. Un cœur. Tetzach Adash Be'achar. En même temps. Voilà. Kilim, Arov,
Dever, Sherin, Barad, Arbe, Hosher, Makal, le tout. Mais non, alors. Detzach, Adash, l'ensemble. כאילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, לא עשה בהם שפטים דיינו, לא עשה בהם שפטים, לא עשה בהם דיינו, Voilà, on arrive à la fin du récit de la Haggadah, et les enfants, il faut quand même pas oublier, il faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est qu'il y a 3 mots qu'on doit impérativement réciter le soir du Seder si on veut s'acquitter. Alors Eli, tu peux nous dire? Matzah, Maror et l'agneau pascal. Voilà, Pesach, Matzah ou Maror, effectivement, et si jamais on n'a pas dit ces 3 mots, eh bien, l'eau, c'est pas acquitté c'est très important de réciter ces 3 mots. Et on va expliquer bien sûr chacune de ces notions. C'est la fin de la Haggadah qui se termine par le récit de la moitié du Hallel. On poursuivra le récit de la seconde partie du Hallel après le repas. Et c'est donc par une louange. Vous voyez qu'il y a une progression. On est parti de très très loin. Avadim Hayinu, on était des esclaves, on était des idolâtres. Tout ça pour montrer comment est-ce qu'on a progressé et comment est-ce qu'on a réussi à s'extirper de cette situation dans laquelle on était pour devenir des personnes libres, et pour cela, eh bien, on remercie Akadosh Baruch Hu, et donc on termine par le Hallel, et le Hallel, donc cette première partie du Hallel s'achève par une très très belle bénédiction, une très belle bracha que l'on fait en donc levant notre kos, bien rempli bien sûr, et si jamais ce kos c'est un petit peu vidé au moment des diplés, on pensera bien à rajouter du vin de manière à ce que le kos soit à nouveau rempli, et à l'issue donc de cette bénédiction, le minhag, la tradition ashkénaze, de réciter à nouveau la bracha de Boré Pirei HaGefen, les Sfaradim boiront directement de ce kos accoudé sur le côté gauche. Et je l'ai bien dit, donc attention, en s'accoudant bien la moitié, donc la partie supérieure du corps qui doit être totalement inclinée. Et comme je l'ai dit, donc pas uniquement la tête penchée, ou juste comme ça, on ne s'acquitte pas de la mitzvah de Haseba, il faut bien sûr être complètement penché sur le côté gauche. Eh mais si tu fais ça quand les gens ont fait les tilas, ils vont arriver, ils vont faire les tilas, tu vas faire ça. Non, on peut faire en avance parce que bien sûr, je rappelle que après avoir récité la bénédiction du Netilat Yadayim, il y a une interdiction de s'interrompre, et donc cette fois-ci la bracha va être faite, le lavage des mains se fait avec bénédiction, avec bracha, et bien sûr on ne s'interrompt pas entre la bénédiction et l'étape d'après qui est Motzi Matzah, où le rabbin Samama va tout de suite nous montrer. Donc je vais d'abord me laver les mains. Donc, comme tout à l'heure, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Avec la bracha. Voilà, je récite la bénédiction. Baruch ato Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushonu b'mizoso v'tzivonu al netilas yadayim. Amen. Voilà, bien sûr, dans la réalité, on ne s'interrompt pas entre cette étape et la suivante. Et le rabbin Samama donc, va tout de suite nous montrer comment est-ce que l'on procède au motzi matzah et quelle est la quantité de matzah qu'il faut manger, de matzah shmura. Je rappelle qu'il est impératif d'utiliser le soir du Seder des matzot shmurot, de préférence fabriqués à la main, que l'on trouve aisément dans le commerce. Et donc il va nous montrer quelle est la quantité minimale de matzah à consommer. Alors, moi j'ai l'habitude, quand il y a du monde à table, c'est qu'on commence à couper des morceaux avant de faire avant d'aller même se laver les mains. Ouais. On donne à chacun la quantité nécessaire, parce qu'une fois qu'on a fait la bracha, on ne peut plus s'interrompre. Donc on ne peut plus dire attention, t'as pas assez, etc. Donc vaut mieux donner à chacun avant de faire la bénédiction. Une fois qu'on s'est lavé les mains, on se rassoit à table. À ce moment-là, on va faire 2 bénédictions pour le motzi, donc pas une comme d'habitude. La première, à motzi lechem min haaretz, comme on fait tous les Shabbats ou à chaque fois qu'on veut manger du pain. Et ensuite, la mitzvah
du jour du soir du Seder. On rappelle que c'est la mitzvah de Horaïta, donc d'après la Torah, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est de manger la matzah. Les autres mitzvot, à part le récit de la Haggadah, ce sont des mitzvot des Rabbanan. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention. Et particulièrement, comme le grand rabbin a dit, de manger de la matzah shmura. Et celle qui est faite à la main, en fait, c'est la même que nos ancêtres sont sortis avec cette matzah d'Égypte. C'est quand même fou, quoi. On est en train de manger la matzah, la même, identique que celle de nos ancêtres. Donc ça fait plus de 3300 et quelques années que nous mangeons la même matzah. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends 2 matzot entières qui sont restées dans le plateau, obligatoire, puisqu'il faut toujours avoir, comme on fait le Shabbat par exemple, on a 2 chalotes, donc on va avoir 2 matzot. Et ensuite, j'ai la matzah sur laquelle j'ai raconté la Haggadah, et c'est cette matzah avec laquelle je vais faire la mitzvah, on va dire, de matzah, d'Achilat matzah. Donc j'ai la mitzvah de motzi et la mitzvah de matzah. C'est la raison pour laquelle certains mangent même 2 kazetim, donc 2 fois 30 grammes à cette étape-là. Donc, je vais attraper, puisque je vais faire la première bénédiction, motzi. Donc, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem min haaretz. J'attrape comme ça. Ensuite, je vais lâcher celle d'en dessous. Et je vais garder celle d'au-dessus et celle du milieu. Et là, je vais dire la bénédiction suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah. Je coupe. Voilà. 30 grammes, je pense que c'est ça. Voilà. Il faut prendre c'est la quantité de 30 grammes. Un peu plus que ça. Ouais. Il faudrait il faut prendre un petit bout de la que... deuxième. Voilà. Et un petit bout de la deuxième. Voilà. Que je vais manger ensemble en même temps. Sur le côté gauche. Voilà, exactement. Impérativement. Moi, c'est comme ça que je fais. Très bien. Deuxième chaise. Et je mange les 2 matzot en même temps. Et tout le monde fait pareil. Dans un délai de temps qui varie entre 4 et 9 minutes, parce qu'il faut vraiment ne pas dépasser. On ne peut pas manger ni consommer ce morceau de matzah sur le long du seder ou du repas. D'accord ? Il faut que ce soit mangé dans un délai de temps pour être considéré comme une quantité dans un délai de temps. Et donc ne pas parler aussi. Voilà, ne pas parler pendant la consommation de la matzah. Il y a une autre astuce que je donne aussi et qui permet de ne pas se tromper dans les shurim, dans la quantité de matzah qu'il faut consommer. Et également, erreur qu'on peut faire, parce que finalement il y a 2 erreurs possibles, c'est soit de ne pas manger suffisamment de matzah, donc de passer à côté de la mitzvah, mais aussi d'en manger trop, et ce qui serait préjudiciable pour la suite du seder. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on doit encore avaler le maror, qu'il faut encore avaler la matzah à l'étape du korer, et qu'il faudra encore avaler 1 voire 2 kezetim de matzah pour la ficomane. Et donc il y a aussi un piège qui est de surconsommer de la matzah au départ. Donc pour consommer la quantité nécessaire, je préconise de peser la quantité de matzah. On a tous des petites balances électroniques qui sont plus précises que la balance à aiguille. Bien sûr, avant la fête, n'utilisez pas une balance électronique pendant Yom Tov, mais avant la fête, la veille de la fête, préparez les kezetim de matzah et pensez à les préparer aussi pour les invités. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Dans un petit sachet de congélation, vous mettez après les quantités de matzot, vous préparez plusieurs sachets de kazaït et ça permet de distribuer plus facilement les kezetim. Et on peut faire exactement la même chose avec la romaine qui sera utilisée, ou les endives qui seront utilisées pour la consommation du maror. On rappelle quand même que la quantité nécessaire pour la matzah, c'est 30 grammes. Par contre, le kazaït du maror, on peut descendre à 17 grammes, puisque c'est des rabbanan. Donc on peut aller à 17 grammes. Voilà, je vous invite quand même tous les shiurim. On peut malheureusement pas maintenant détailler vraiment les différentes quantités, mais vous retrouverez bien sûr ces quantités dans les différents fascicules que vous avez à votre disposition, notamment dans le Shabbat Shalom et autres, où tous les shiurim, toutes les quantités ont été rappelées, que ce soit les quantités à consommer de préférence, celles que l'on peut consommer a posteriori ou pour des personnes malades ou qui auraient des difficultés. Toutes ces quantités, eh bien, vous pouvez les retrouver dans ces fascicules. Mais je dis, pensez vraiment à cette astuce de peser les aliments avant, et ce qui facilitera l'organisation du seder.
On passe à l'étape, la prochaine étape, qui est l'étape du maror. Vous l'avez compris, il y a plusieurs traditions. Certains ne prennent que de la romaine, certains ne prennent que des endives, et d'autres associent les différents types de maror. Et donc c'est un minhag qui est répandu effectivement chez les Ashkenazim, aussi bien pour le maror que pour le korer, de mélanger, lorsqu'on prend le maror, de mélanger la romaine avec le réfort, qu'il soit coupé en tranches ou râpé, comme c'est le cas chez moi à la maison. D'ailleurs, c'est très pratique, parce que quand on a une grande feuille de romaine, eh bien, on peut mettre le réfort râpé au milieu et refermer la feuille par-dessus. Et c'est à la fois, d'un point de vue technique, extrêmement pratique, et ça permet aussi d'avoir la quantité nécessaire. Je rappelle, bien sûr, que lorsque nous prendrons donc cette quantité de maror et que nous la consommerons, après avoir récité la bénédiction d'usage qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizotav etzivanu l'achilat maror, on ne consomme bien évidemment pas le maror accoudé sur le côté gauche, puisque lorsque nous accoudons, c'est un signe de liberté. Or le maror vient au contraire rappeler l'amertume. Donc on ne récite pas le maror en s'accoudant. Je rappelle que pour la première bénédiction, celle de Boré Peri Adama, elle a déjà été récitée au moment du Karpas, et on a pensé à ce moment-là à s'acquitter du maror. Alors, monsieur le grand rabbin, on trempe dans le charoset, et erreur à ne pas faire, même si les gourmands ont tendance à mettre beaucoup une tonne de charoset, on trempe normalement un petit peu dans le charoset, et même on secoue après pour enlever un peu de charoset. Il faut vraiment que le charoset soit à peine là pour atténuer un petit peu l'amertume, mais le il faut goût que du maror soit perceptible, exactement, et donc surtout ne pas noyer le maror dans le charoset. À la pose de là. Alors, un Rav expliquait un petit peu la différence entre les séfarades et les ashkénazes. Parce que les ashkénazes, en fait, ils vont manger le réfort, c'est très dur, alors que la salade verte, la romaine, elle a presque pas de goût. Un Rav expliquait, en fait, c'est exactement ça. C'est quoi un esclave? C'est pas forcément quelqu'un qui est frappé systématiquement. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille autant que son patron, sauf qu'à la fin de la journée, il n'a pas d'argent. Eh ben, la romaine ou la salade verte, non, pas du tout. La salade verte, c'est exactement la même chose. Il va falloir mâcher beaucoup la salade verte. On mâche beaucoup, et en rapport de goût, de l'effort, c'est presque nul. En termes calorifiques, c'est presque nul aussi. Et donc du coup, on n'a ni calories ni goût pour avoir eu un travail qui était fastidieux. C'est exactement ça le thème de l'esclavage. C'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Donc, il ne faut pas s'en vouloir si on mange quelque chose de pas si amer que ça. Voilà, après avoir fait la mitzvah de la matzah de façon indépendante, celle du maror de façon indépendante, maintenant on va les réaliser ensemble. Le sandwich. Ensemble, le sandwich. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le korer. C'était Zecher l'Amigdash. Pourquoi Zecher l'Amigdash? Ce qui se réalisait à l'époque du Beth Amigdash, puisque comme nous le savons, le Korban Pessah se consommait en sandwich. Le Korban Pessah, on le mangeait al matzot ou mrorim. On le mangeait entre deux matzot avec le maror et on mangeait tout ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Korban Pessah. Nous réalisons ce souvenir de la manière de manger le Korban Pessah à travers la mitzvah du Korer. Donc nous réalisons à nouveau la mitzvah de matzah avec la mitzvah de maror et la matzah avec Zecher, la Korban Pessah, et nous trempons dans le charoset. On prend la matzah inférieure, c'est la troisième, celle qu'on n'a pas encore utilisée. Voilà, on va prendre un kazaïd comme vous a montré le rabbin Sabama. Voilà, alors qu'il peut être plus petit que le kazaïd de matzah, parce que voilà, c'est aussi un rabbanan. Voilà. On le coupe, on met à l'intérieur du maror avec du charoset et on mange. Et avant de manger, on dit Zecher l'Amigdash Keilel. Donc c'est en souvenir de ce qui se passait à l'époque du Beth Amigdash, où Hillel, lui aussi, a Korer matzah ou maror, ve'ochel beyachad. Il mettait de la matzah et du maror ensemble et il s'accoudait sur le côté gauche pour rappeler la manière dont on consommait le Korban Pessah, al matzot ou morim, et on mange accoudé sur le côté gauche. Donc il faut qu'il soit accoudé sur le côté gauche. Voilà, on passe maintenant à la partie qui est la plus intéressante pour beaucoup de personnes, c'est le repas.
Le repas du Seder qui sera un véritable repas de fête, il faut dire, c'est un fait. repas qui doit être copieux, qui doit être un repas de Yom Tov, mais attention là aussi à éviter un piège, c'est que on a déjà le ventre bien rempli, il faut bien avoir Pensez en tête à la suite. qu'on a quand même consommé déjà le karpas. Alors bon, le karpas c'était un amuse-gueule, mais on a quand même 2 coupes de vin déjà dans le ventre, et ces coupes de vin qui sont venues imbiber, gorger la matzah qu'on vient d'ingérer en grande quantité, donc on arrive, et puis il est très tard, donc la fatigue aidant, plus tout ce qu'on a absorbé, on n'a plus forcément beaucoup d'appétit, mais il y a une mitzvah très très importante à accomplir à la fin du repas. Donc pensez à avoir à la fois un repas copieux, mais à se rappeler que nous devrons consommer encore 1, voire comme je l'ai dit, 2 kazaït de matzah pour la ficomane, donc en souvenir du Korban Pessah, et c'est la raison pour laquelle Chacham Enav Berosho, il faut un petit peu anticiper et penser à ne pas trop se remplir durant ce repas pour être en capacité de consommer à la fin du repas la ficomane. Enchaîner avec le tsafoun, qui est sans doute une des parties les plus importantes du Seder, contrairement à ce qu'on imagine. Souvent, certains pensent que le Seder se termine avec le repas. Il y a une étape très très importante qui est la consommation de la ficomane. Donc on rappelle qu'on a caché une partie de la matzah du milieu au tout début du Seder, au moment de Yachatz, et que cette partie qu'on va maintenant récupérer, alors soit les parents qui vont chercher la matzah qui a été cachée par les enfants ou l'inverse, eh bien cette partie-là est en réalité la continuité de la mitzvah de matzah que nous avons commencé à accomplir juste à la fin du récit du Maguid, et que le mot tsafoun, qui veut dire caché, fait d'une certaine manière référence à ce qu'il y a de plus intime chez l'homme. On l'a dit, on progresse dans le Seder, on a été dans des choses qui ont été assez superficielles pour l'instant, mais plus on avance dans le Seder, et plus on arrive à nous connecter avec ce qu'il y a de plus intime, et à essayer de transformer et de bouger un petit peu, sans doute la partie qu'on a le plus de difficultés durant toute l'année à faire évoluer. Et c'est ça finalement le tsafoun. Le tsafoun, c'est me retrouver finalement avec moi-même au travers de cette matzah qui, on l'a dit, symbolise à la fois le pain de pauvreté et à la fois, on l'a dit, le pain de liberté. Mais que le Maharal ne considère pas du tout comme une contradiction, puisqu'au contraire, c'est justement de cette simplicité que va naître le désir de liberté. C'est lorsque je suis moi-même, lorsque je ne suis plus recouvert par des artifices ou par quelque chose qui pourrait me donner l'illusion de ce que je suis, que je suis capable d'être un véritable Ben Chorin. Donc on voit à quel point finalement le retour à la simplicité, le retour aux sources, le retour aux origines provoque de la liberté, qui est capable de provoquer cette liberté, ce qu'il y a de plus intime et de plus beau en moi, d'où ce terme de tsafoun. Alors, donc nous allons prendre ce morceau de kazaït de matzah. Certains, donc je dis, consomment 2 kazaït. On fera bien sûr en fonction des possibilités, de l'appétit qu'il nous reste. Et bien évidemment, pour consommer cet afikoman, eh bien, nous pencherons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le côté gauche, et on consommera dans le temps imparti donc ce kazaït de matzah. Alors, il y a justement la question pourquoi il y a 2 kazetim à la afikoman. C'est d'abord le premier, c'est en souvenir du Korban Pessah, et le deuxième, c'est en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le Korban Pessah. Donc ça qui accompagnait le Korban Pessah. Qui accompagnait le Korban Pessah. La notion de sova, donc c'est maintenant qu'elle intervient. Et donc je rappelle d'ailleurs, il découle de là une mitzvah très importante qui est l'interdiction de consommer quoi que ce soit. C'est le dernier aliment que nous consommons le soir du Seder, et il faut donc volontairement rester avec le goût de cette matzah dans la bouche. Donc on pourra éventuellement boire de l'eau, éventuellement une collation vraiment très très légère, mais ne rien consommer derrière cette matzah pour aller se coucher avec le goût de cette matzah qui symbolise tout l'objectif du Seder. Voilà, après avoir consommé la ficomane, nous passons à Shefor ou au Barer. D'abord Birkat Hamazon. Le bench. Birkat Hamazon. Voilà, Wir wollen benchen. Voilà, en incluant à l'intérieur du Birkat Hamazon le Ya'ale Veyavo qui mentionne la fête de Pessah. Et on termine par le 3e vers. Voilà. Et là, le 3e. Monsieur Waklin, on est tous d'accord qu'on fait la bracha sur ce vers. Oui, parce que comme Séfarad, comme Ashkenaz, nous faisons la bracha sur ce 3e vers en pensant à quitter le 4e vers. Exactement. Que l'on buvra accoudé
sur le côté. Donc on récapitule, le premier vers chez les Sfarades, il est au-dessus le second. Voilà, et le troisième est au-dessus le quatrième. Voilà. Et on passe donc à l'avant-dernière étape, qui est celle du Hallel. Donc nous avions vu tout à l'heure que le Hallel avait été coupé en deux. Il faut donc en réciter la seconde partie, c'est ce qui va se passer. Donc on va se reverser le quatrième verre, puisque nous venons de boire les 3 verres, il reste encore un verre à consommer qui sera bu à l'issue de la récitation du Hallel. Et donc, c'est la deuxième partie, le Lolano, Hachem Lolano. Bien sûr, on ne va pas maintenant le chanter dans le... Vous avez oublié que nous ouvrons la porte. On va ouvrir, bien sûr, juste avant la récitation du Hallel. Jackie Waklin, effectivement, nous fait remarquer qu'il y a un tout petit passage qui s'appelle le Shefor Hamatra, où on ouvre la porte et voilà, il y a un passage qui reste à ce moment-là, et on referme juste après la porte pour donc passer à la récitation du Hallel. On va chanter peut-être Mahashiv, non? Ouais. La récitation du Hallel se déroule. À l'issue de la récitation du Hallel, nous allons donc prendre le kos pour les Ashkenazim, réciter pour la 4e fois la bracha de Boré Peri Hagefen, pour les Sfaradim, comme nous l'avons rappelé, donc sans réciter la bracha, nous accouder sur le côté gauche et boire. Souvent on est à ce moment-là déjà bien imbibé. Donc boire le 4e verre de vin, je le rappelle, donc très important de s'accouder sur le côté gauche et on essaye de consommer, donc dans la mesure du possible, la totalité de ce verre. Je le rappelle, pour ceux qui éprouvent des difficultés, n'hésitez pas à mélanger le vin avec le jus de raisin, voire même à utiliser exclusivement du jus de raisin pour ce 4e verre. Et on a enfin la dernière partie, qui est une partie qui n'est pas une partie bonus, c'est important de terminer le Seder, qui est la partie du Nirtza. J'ai dit, il y a 15 étapes, il faut respecter ces 15 étapes, elles correspondent à beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments à mettre en parallèle avec ces 15 étapes et de symboles, et il est important de terminer le Seder, au moins en chantant l'une ou l'autre des chansons du Nirtza, même si on n'arrive pas à chanter la totalité parce qu'on est très très fatigué. Alors,
chez nous, chez les Ashkenazim, il y a le Chassal Sidur Pessah, je crois qu'il n'existe pas dans le Minhag Chabad, il me semble, parce que les choses, le Seder ne se termine jamais. Exactement. Mais on va quand même chanter, nous, le Chassal Sidur Pessah, et ne me dites pas les Shana Abba Yerushalayim. on le dit juste après, on commence par Chassal et tu nous rejoindras sur les Shana Abba. D'accord. Chassal Sidur Pessah, Ke'il Chosok, Kechol Mishpatai Vechukavasai. Ay, 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 כאשר זכינו לסדר אוי סוי כנזכה לעשות יסוד זו שולחן מלוינו כרמם כדס מימנו כרמנו נדחנו בדויים לציון ברינו בירושלים לשון הבא בירושלים הבנויה לשון הבא בירושלים לשון הבא בירושלים הבנויה לשון הבא בירושלים בירושלים הבנויה לשון הבא בירושלים בירושלים הבנויה לשנה הבא בירושלים הבנויה לשנה הבא בירושלים לשנה הבא בירושלים הבנויה לשנה הבא בירושלים בירושלים הבנויה לשנה הבא בירושלים בירושלים הבנויה Maroc, Casablanca. Hadgadia, Dezabin Abba, Bitre Zouze. Hadgadia, Dezabin Abba, Bitre Zouze. Wajdiwa, d'Israëli Baba, Bezouz. Soldi. El Flous. Kasher et joyeuse Pâques.